Une critique qu'on peut faire de temps en temps à cette petite chronique est qu'elle s'intéresse souvent et peut-être trop aux grandes questions de l'heure et ne se cantonne pas toujours, en tout cas pas assez selon certains, aux cours de ferme, à la chasse, à l'esprit de clocher, aux questions locales. Mais justement, comme me l'a fait observer Gustave récemment, nous sommes dans l'un de ces moments où la grande histoire piétine sans arrêt la petite. Et le masque, les commentaires qui suscitent, les disputes à propos des écoles, tout ça empoisonne la vie des gens qui se croyaient à l'écart de tous les tumultes nationaux et internationaux et qui voient finalement que non. Gustave a l'air convaincu que c'est l'un des traits de ce gouvernement. Il a décidé d'aller chercher les gens là où ils vivent pour réduire leur capacité de résistance à ce qu'il veut leur imposer. Et puisqu'il est bouquiniste, il a attiré mon attention pour commencer sur une anomalie profonde et assez récente qui concerne les albums d'Astérix. Au début de chaque album, et les gens de ma génération en ont toujours un ou deux de la vieille époque qui traînent dans un placard, on voit en page de garde un village gaulois sous une loupe avec la légende « La Gaule est entièrement occupée par les Romains ». Mais non, pas entièrement, car un village résiste. Eh bien, vous remplacez Romain par Européen, Américain, Chinois, et vous avez une allusion parfaite à ce qui nous arrive en ce moment, tellement parfaite, m'a dit Gustave, que l'éditeur d'Astérix, qui est devenu un agent de l'Empire romain, a fait sauter la page de garde et son dessin liminaire avec la loupe pour ne pas donner aux Français l'impression qu'ils pouvaient s'identifier exagérément aux Gaulois résistants. Or, quand on y pense, et j'y ai souvent repensé depuis, c'est du même schéma qu'il s'agit dans les albums, dans les histoires d'Astérix. On voit essayer de s'imposer des règles, des tentatives de contrôle de la vie des gens qui viennent de la puissance romaine, des règles que les villageois considèrent comme absurdes, comme offensantes, parce qu'elles méprisent la réalité de la vie locale. Eh bien, chez nous, depuis une vingtaine d'années, et singulièrement depuis l'arrivée de Macron, qui, entre parenthèses, comme me l'a dit Gustave, est justement le nom d'un général romain, la règle tombée de Rome, en l'occurrence de la capitale française, de Paris, n'est pas de respecter la vie des gens, mais de pénétrer chez eux de force, de modifier leur rapport avec leurs voisins, avec la collectivité, avec leur voiture, leur nourriture, etc., la quintessence de cette attitude de contrôle permanent, de domestication des esprits, étant bien entendu le port du masque toujours et partout. Gustave m'a dit, le port du masque, c'est bien simple, c'est une saloperie psychologique qui t'oblige à tolérer dans ta vie un intrus envahissant qui est la marque du pouvoir central, qui se rappelle à toi 10 fois par jour, un peu comme sous Staline ou comme le brassard sous Mussolini. Bien entendu, les 3/4 des gens ne pensent pas un instant que le masque les protège de quoi que ce soit dans la rue ou dans un stade, sauf évidemment de la police. Je le vois bien, me dit-il, quand je fais les marchés, et l'un de mes clients m'a dit, la meilleure preuve que les gens ne sont pas convaincus d'être protégés, c'est qu'ils mettent le même masque depuis pratiquement 2 mois, uniquement donc pour franchir les contrôles, c'est tout. À la télé, quand quelqu'un dit « c'est ridicule d'imposer ça aux gens qui vivent à la campagne et qui ne voient jamais personne », eh bien, il y a toujours un macronien qui répond « mais si, il faut l'imposer partout en France, sans ça, les gens ne comprendront jamais. Or, il faut bien qu'ils se mettent dans la tête, je cite, que le virus, ils en ont pour des années, etc. » D'abord, comment le savent-ils? Sont-ils médecins? Non. Et s'ils le savent si bien, c'est parce que c'est une chose qui a été décidée en haut lieu, une politique délibérée en somme, d'inoculer comme ça ce souci permanent. Je dis pas que la maladie a été inventée, elle a été choisie et désignée pour servir de prétexte à tout ce qu'on veut nous imposer pour notre bien, pour réduire notre résistance. Et les tentatives, me dit-il, ont été très nombreuses récemment. On a eu le Linky, où les gens pénétraient chez toi d'un coup d'épaule pour changer le compteur. On a eu le 80, qui venait t'emmerder sur la portion de route que tu prends d'habitude pour aller à la laiterie ou chez Leclerc. On a eu les fameux gestes barrières. Maintenant, on n'a plus le droit de s'embrasser en public. Et maintenant, on a ce fameux masque qui fait que les gens ont tendance à se demander tout le temps s'ils sont en règle ou non. Et là, j'ai ajouté un truc que j'ai vu pendant la messe du 15 août ici à Campagnole. Je vous le fais un peu avec l'accent. Le bedeau a dit pour les personnes qui souhaiteraient communier, vous enlevez le masque pour prendre l'hostie et vous ne dites pas Amen pour des raisons de sécurité sanitaire. » Là, Gustave a repris son petit raisonnement. Il m'a dit il y a quand même 2 ou 3 trucs qu'ils ont négligés et ils vont le payer un jour.
c'est que les gens sont persuadés que c'est avant tout un stratagème, tout ça, pour éviter les manifs de l'automne. D'ailleurs, il y a des indices, c'est qu'au Puy du Fou, par exemple, ils ont laissé faire, et pour la fête de la musique aussi, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment de risque en plein air. Donc, s'ils le savaient, pourquoi est-ce qu'ils imposent cette superstition sanitaire à tout le monde en France, ou presque? C'est uniquement, me dit-il, pour éviter l'agitation dans la rue à l'automne. Donc, depuis l'automne dernier, ils ont trouvé mieux que les flics qui tirent des balles de plastique en pleine figure à bout portant. Ils ont essayé de convaincre la population que si on manifeste, on met en danger la vie de son grand-père ou de sa fille de 9 ans, etc. Et que si on fait de la musique à minuit dans un parc public, et si on joue aux boules avec une buvette derrière comme hier, on est un dissident. Alors il est vrai que la veille, nous étions restés jusqu'à 11h30 sous les projecteurs du champ de boules, traversés de papillons de nuit, au milieu d'une foule de 100 à 200 personnes, dont aucune, je dis bien aucune, ne portait un masque, sans doute pour avoir lu dans le Midi Libre que nous avions un seul cas en fait d'hospitalisation en réanimation qui sortait d'un EHPAD et qui avait 90 ans comme très souvent. Et là, Gustave, toujours la veille devant les boulistes, je précise que Gustave ne joue pas aux boules, il est uniquement là pour bavarder, Gustave était tombé sur l'abonné au Monde qui n'avait aucune intention de s'attarder, mais qui pour son malheur habite juste après le terrain de boules et qui passait donc simplement. Pendant que Gustave s'énervait lui tout seul en essayant de mettre en lumière l'évidence d'une manipulation destinée à entraver le droit de manifester. Tu vas voir, me disait-il, qu'ils vont annoncer que, vu le contexte, un rassemblement de plus de 100 ou 500 ou 5000 personnes est exclu et qu'il en coûtera 135 €. Mais ils sont coincés en ce moment par deux choses. La première, c'est que les gens commencent à savoir qu'il n'y a pas plus de morts que l'année dernière dans les hôpitaux. Et encore, on ne sait pas s'il n'y a pas des embolies, des cancers parmi ceux qu'on nous présente comme des victimes du Covid. Mais surtout, la deuxième chose, ils sont en train d'obliger les gens à passer dans l'action furtive, dans la clandestinité, puisque la manif au grand jour est désormais interdite, ou va l'être. Et moi qui suis un ancien situationniste anti-société marchande, je peux te dire que non seulement nous avions tout prévu à l'époque, en 68, donc je sais comment ça a tourné, ils essaient d'étouffer l'expression générale. Elle va donc se diviser et devenir particulière. C'est le principe du sabotage, c'est celui de la guérilla. Alors je lui dis, tu vas quand même pas arrêter les trains. Non, mais il y a beaucoup mieux maintenant. Alors là, l'abonné au Monde a ralenti, s'est attardé un peu avant de rentrer chez lui, et on voyait bien que son intention était de cafeter par téléphone dès le lendemain auprès de ces relais macronistes d'Albi et de Toulouse, parce que il y a, d'après ce que j'ai entendu dire par Gustave, un réseau malfaisant et souterrain partout en France qui se félicite de tout ce que dit et fait le pouvoir sur les réseaux sociaux, partout dans les entreprises aussi. Ce sont de véritables propagandistes sournois, des commissaires politiques qui créent des comptes Facebook ou Twitter un peu bidons, qui ont 4 abonnés, et qui dénoncent et qui fichent la population en train de critiquer le président. Et Gustave était sans doute fiché par eux depuis longtemps, tout comme moi probablement. Et qu'a donc dit Gustave qui soit digne d'être fiché? Il a seulement dit comment, à son avis, tout ça va finir en nous disant c'est une équation. Il y a des variables qui sont devenues des données. C'est les 135 €, les arrestations arbitraires, les gardes à vue préventives, le fait qu'ils arrêtent des gens dès les péages en région parisienne, qu'ils ferment les stations de métro, jusqu'à la moitié d'entre elles. Les gilets jaunes, c'est comme une espèce de tumeur qui se reforme toujours au même endroit à Paris et qui bombarde avec leurs rayons. À la fin, la tumeur finit par se réduire un peu, mais malheureusement pour eux, elle fait des métastases. Ce sont en quelque sorte de nouvelles variables dans l'équation. Et là, je lui ai dit que des mots d'ordre et des banderoles qui montent sous des ballons, c'était un peu dérisoire quand même, mais il nous a fait un petit cours d'histoire immédiate. Il a parlé donc du situationnisme, ce mouvement littéraire et politique révolutionnaire dont il avait fait partie autrefois, qui détestait la société marchande de consommation et la bourgeoisie et puis qui détestait aussi les médias de masse, le genre Bourdieu. À l'époque, dans les années 60, ça passait pour un mouvement de gauche, mais désormais tout
toutes ces thèses, nous a-t-il dit, sont devenues d'actualité et surtout elles sont devenues droitières puisque la bourgeoisie est devenue socialiste. Quand tu vois le salaire des Moscovici, Lang et consorts, les voitures de fonction, tu comprends l'arnaque. Et quand tu vois les télés de la TNT, tu sais que tu te fais blouser sans arrêt. Et même toi, m'a-t-il rappelé, tu m'as raconté, je me souviens bien qu'au Figaro en 1990, tu as vu débarquer des journalistes trentenaires qui prenaient 2 briques par mois tout en portant des vestes en jean et des Santiago en se disant de gauche. Et alors, et je demandais, en 68, à l'époque, c'était le même tableau que pour les gilets jaunes aujourd'hui. Pas de hiérarchie dans le mouvement situationniste, on dînait avec des intellectuels anti-médias, on coupait toutes les têtes qui dépassaient, et on comptait sur l'insurrection générale pour faire basculer la société. Je précise que lui était fils d'ouvrier italien immigré, et moi non, j'étais trop jeune, ma famille était trop aisée, et donc il avait connu le vrai 68, et moi j'avais 14 ans. Eh bien, a dit Gustave, la révolte a eu lieu, mais elle a été récupérée. Alors j'ai dit un peu comme aujourd'hui. Non, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron a essayé de récupérer la révolte avec ses fameux débats à la con, mais ça n'a pas marché. Les cahiers de doléances n'ont pas été publiés. Le mec s'est foutu de nous, en gros. En fait, il traite la révolte comme Loukachenko en Biélorussie, à coup de décrets, de matraques, et donc il va provoquer des actions commando, des chahuts, de sorte que la vie va devenir impossible pour tous ces gens qui gouvernent en France. Gustave a dit, tu balances 1 kilo de peinture jaune fluo du 8e étage dans un sac en plastique sur le parking de la préfecture et tu as une action de type biélorusse. Ça va amuser la presse mondiale. C'est en fait terrible pour le pouvoir de ce genre de cas. D'autant, et je dis aux lecteurs du Monde, que le président Macron encourage en ce moment les Biélorusses à faire exactement pareil, à résister par tous les moyens. Il dit c'est légitime, il faut s'affranchir de l'oppresseur, etc. Pareil pour les Libanais. Du coup, en France, il incite les gens à faire pareil aussi. Et là, j'ai ajouté, dans tous les domaines, il appelle à déstabiliser, à refonder, à faire tomber les anciens pouvoirs, sans s'apercevoir qu'il va être lui-même déstabilisé par les mêmes méthodes. Parce qu'en fait, c'est un pyromane qui est cerné par le feu. En plus, regarde ce qui arrive à l'adjoint à la ville de Paris, accusé à New York. Là, regarde ce qui est arrivé aussi à Griveaux. En fait, le régime est aussi fragile que celui de Loukachenko. Tout peut le faire tomber. Et là, Gustave a dit un truc amusant, et au fond très juste, il m'a contredit, en me disant, pour New York et pour les balais bleus de l'adjoint de la ville de Paris, enfin, supposé, c'est différent, ce sont les Américains qui nous signifient qu'ils peuvent nous écraser quand ils veulent. Ah bon, et je dis, et là j'ai vu sur la figure de l'abonné au Monde qu'il prenait son élan pour se livrer à une accusation de complotisme comme d'habitude, mais Gustave a expliqué calmement. Oui, le New York Times te balance un truc énorme sur un type qui a travaillé 10 ans pour LVMH et pour Bernard Arnault, lequel Bernard Arnault s'est hissé au 4e rang des fortunes mondiales, essaie de racheter beaucoup de choses aux États-Unis et devient une puissance menaçante pour l'Amérique. D'autant que le principal de sa clientèle est asiatique, latino-américaine, donc un peu incontrôlable, et le fait qu'on lui trouve un collaborateur, disons, douteux avec le concours du New York Times n'aurait aucun rapport, nous dit Gustave, soi-disant avec le désir de faire chuter le titre LVMH à la bourse. Je n'y crois pas, nous dit-il. N'importe quoi, a dit le lecteur du Monde. Gustave n'a même pas daigné lui répondre. Il a continué, il a dit, pour Alstom, c'était pareil. Pour mettre la main dessus, ils ont inventé une corruption. Ils ont mis en prison pendant 2 ans un dirigeant qui a servi d'otage avec une seule idée en tête, faire tomber la direction pour s'emparer de l'entreprise. Là, a dit l'abonné au Monde, pour LVMH, tu tombes mal, c'est pas la direction qui prenne un otage, c'est un clampin. En admettant que ce soit un clampin, a dit Gustave, il va être assez tentant pour les journalistes américains d'essayer de prouver que Bernard Arnault a fermé les yeux sur ses activités. Et alors là, on était un peu loin des masques et du gouvernement, en tout cas c'est ce que j'ai fait observer, mais Gustave, qui pour le coup s'est avoué vraiment complotiste, a dit, tu verras, on n'est pas si loin de Macron en fait. Bernard Arnault est pour Macron une véritable boussole financière, boussole tout court d'ailleurs, même morale, et l'attaquer c'est attaquer Macron aussi. Dans quel but ai-je demandé? Eh bien pour atteindre notre président qui est un orgueilleux, qui énerve l'état profond américain. D'ailleurs la France elle-même l'énerve depuis longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens de l'affreux Jean-Marie Messier et de l'affaire Vivendi. C'est pareil. Dès qu'on met un pied dans la matrice américaine, ça devient alien. Elle pond ses œufs dans ton corps et tu exploses tôt ou tard. Donc à mon avis, c'est ce qui attend Macron.
à mon avis, a dit Gustave, Alien a déjà pondu à l'intérieur de Macron. Tu te souviens de ce que disait Christiane la semaine dernière? Je rappelle que Christiane est une psychiatre qui travaille à Montpellier et qui a de la famille ici. Elle disait Macron ne peut pas s'empêcher de trahir parce qu'il veut être dans tous les camps à la fois. Donc il donne les clés de dizaines d'entreprises françaises aux Américains pour leur montrer qu'il est à fond dans leur camp, mais en même temps il ne peut pas s'empêcher de jouer perso et de fricoter par exemple avec les Iraniens. Il n'est pas réglo en somme, et les Américains ont horreur de ça. Le coup du New York Times, c'est peut-être la punition, ou plutôt le début de la punition. Qu'est-ce que tu veux dire le début? Eh bien que l'agitation sociale en France pourrait aussi paradoxalement, comme en Biélorussie, comme en Ukraine, être pilotée de là-bas, des États-Unis, pour recadrer le président français, ou pour l'obliger à la fermer, ou encore même à partir. Et là, Gustave nous a balancé son truc complotiste le plus énorme, tout en disant à l'abonné au Monde, en fait, l'histoire n'est faite que de complots. Donc ça sert à rien de faire l'esprit fort tout le temps en disant, mais voyons, allez, raconte-nous tes élucubrations, tes théories du complot. Ce que je te raconte, c'est que De Gaulle a été dégommé en 68 et après par un véritable complot américain qui ne supportait pas l'indépendance anti-OTAN et la personnalité du général. La nation s'est soulevée contre lui, chauffée par des types manipulés plus ou moins par la CIA, dans le genre Cohn-Bendit. Du coup, De Gaulle a perdu le pouvoir. Après, l'Amérique a pu pousser ses pions. Nous sommes rentrés sagement dans l'OTAN, puis dans l'euro, comme des moutons. Et Cohn-Bendit, accessoirement, est devenu casse-couille sur LCI, ce qui est très cohérent. Et Serge July et tous les grands libertaires de la France de Mitterrand sont devenus des pro-masques délirants. On les voit partout en ce moment, ils sont devenus staliniens. Des moutons masqués en somme, et je dis. Et là, comme si le raisonnement retombait sur ses pattes, Gustave a conclu, là justement c'est la contrainte de trop, tu vois, les gens ont compris qu'il fallait qu'ils arrachent le masque, que comme on arrache ses chaînes en quelque sorte, et qu'il fallait que ça devienne une sorte de symbole de résistance. Je m'attends, nous dit-il, à des manifestations sans masque un peu partout, à la berlinoise, partout dans le monde, d'ailleurs ça commence, on peut les voir. Mais si j'ai bien compris, et je conclus, les Américains s'y attendent aussi, et ils ne seraient pas contre le fait de mettre Macron et Arnaud accessoirement à l'épreuve ou à genoux à cette occasion. Eh ben, t'as tout compris, me dit-il, la guerre civile de demain, c'est la guerre des masques. L'abonné au Monde est parti se coucher ce soir-là, et Gustave a parcouru le terrain de boule d'un seul regard en disant c'est quand même formidable, on voit pas un seul visage masqué. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, c'est-à-dire ce matin, l'abonné au Monde est venu me voir pour me dire « Patience, un jour les caméras municipales te repéreront sans masque et tu recevras le PV de 135 € à ton domicile. » Alors là, j'ai dit quand même, tu exagères. « Non, 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 m'a-t-il répondu assez fièrement, ça s'est déjà fait, à Millau. Les mecs n'ont pas vu un seul flic de toute la manif et puis ils ont eu le PV dans leur boîte le surlendemain grâce à la reconnaissance faciale. » Alors là, je l'ai quitté un peu brutalement en lui disant « Heil » et il l'a mal pris, c'est bizarre. À bientôt, merci.